Bonjour chers tous et bienvenue encore une fois dans votre chaîne QHSE Kingdom. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en très bonne santé. Avant de commencer la vidéo, je vais vous donner un aperçu général sur le contenu de la chaîne pour les nouvelles personnes qui viennent de regarder cette vidéo, mais aussi pour ceux qui ont pu découvrir le contenu de la vidéo à travers les vidéos précédentes. En fait, QHSE Kingdom, c'est un cabinet de formation virtuel en QHSE qui vous fournit des formations en matière de qualité, hygiène, sécurité, environnement et énergie. Le principe de base ou le concept de base de cette chaîne, c'est qu'elle travaille sur la concrétisation des standards internationaux ou des normes internationales. Ça veut dire je vais essayer à travers mes vidéos de vous approcher un petit peu du terrain. Ça veut dire comment ces normes internationales s'appliquent réellement sur terrain et comment ces exigences sont mises en place dans les entreprises concrètement. Et ceci à travers une expérience de management QHSE en entreprise que j'ai eue moi-même en tant qu'ingénieur QHSE dans des postes de manager QHSE, responsable QHSE, ce qui va permettre d'enrichir le contenu de la chaîne, sachant que les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé ont des activités assez différentes. Chaque vidéo va contenir un cas pratique pour concrétiser, comme je l'ai déjà expliqué, le thème traité. Et finalement, il faut savoir que les vidéos de cette chaîne sont des vidéos intégrales. Ça veut dire que si vous avez un sujet, on va dire peut-être le contexte de l'organisme, ça veut dire que cette exigence sera traitée de A à Z avec tout son détail. Rien ne sera omis. Vous allez vous trouver face à une vidéo d'une trentaine ou d'une quarantaine de minutes. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez la partager sur 2 ou 3 parties de 10 minutes. Mais l'idéal, c'est de la regarder entièrement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de toucher le sujet en totalité. Si vous regardez le contenu de la chaîne pour la première fois ou que vous avez l'habitude de regarder toutes les vidéos, n'hésitez pas à exprimer votre réaction parce qu'elle est très importante pour moi pour savoir comment vous réagir par rapport au contenu de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un like si la vidéo répond vraiment à vos attentes par rapport à l'exigence en question. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé au contenu de la chaîne. Et si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quelle chose que vous avez besoin de connaître, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo. Je suis toujours à votre disposition. Dans le cadre de l'analyse de l'environnement de l'entreprise, il ne faut pas oublier les parties intéressées. Qu'est-ce qu'une partie intéressée en fait? Qui sont les parties intéressées internes et qui sont les parties intéressées externes? Le plus important, c'est quelles sont leurs exigences. Et la question pertinente qu'il va falloir poser, c'est comment gérer ces parties intéressées. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de comment répondre aux besoins et attentes des parties prenantes ou des parties intéressées. Une exigence de base assez auditée par les auditeurs. Ils prennent assez de temps pour l'analyser et pour poser des questions sur cette thématique. Ne zappez pas, restez avec moi. Vous aurez pleinement de choses à découvrir, pleinement d'expériences à conquérir à travers cette vidéo. Je commence par la terminologie pour définir le
terme de parties intéressées. En fait, les parties intéressées sont des personnes physiques ou morales, un groupe d'individus dans l'environnement de l'entreprise qui possèdent un intérêt dans son fonctionnement et ses résultats. Je rappelle qu'une personne physique désigne un individu, alors que la personne morale est une entité juridique composée d'une collection d'individus. Et c'est généralement une entreprise, une société ou un organisme d'une façon générale. Découvrons quel genre de relations sont entretenues entre ces parties intéressées et l'entreprise. En fait, les parties intéressées sont impactées ou influencées directement ou indirectement par les décisions de l'entreprise et par ses activités. Elles peuvent elles-mêmes exercer une influence plus ou moins forte sur la gouvernance et la stratégie de l'organisation. Même pour certaines, elles peuvent exercer un contre-pouvoir sur l'entreprise. Les parties intéressées ont des profils. Nous allons découvrir ensemble qu'il existe des parties intéressées internes et externes. Quelles sont ces parties intéressées internes et externes? C'est ce qu'on va découvrir dans cette partie. Les parties intéressées internes, ce sont des parties intéressées, comme leur nom l'indique, qui existent à l'interne de l'entreprise et dont les influences sont généralement directes, lisibles et faciles à identifier. Les impacts et les intérêts de ces parties intéressées internes sont forts car elles sont directement concernées par le succès ou l'échec de l'activité. Si l'entreprise réussit, elles réussissent. Si elle échoue, impérativement, elles échouent. Ainsi que tous les risques que l'entreprise encourt. Si l'entreprise encourt un risque juridique ou un risque financier, c'est la même chose pour les parties intéressées internes. Alors là, je vais découvrir avec vous une cartographie des parties intéressées internes. Mais tout d'abord, peut-être le terme cartographie des parties intéressées est nouveau pour certains d'entre vous. Du coup, je vais vous expliquer que veut dire une cartographie. Une cartographie des parties intéressées, c'est tout simplement l'identification de ces parties intéressées, mais en mettant l'accent sur leur influence sur l'entreprise, ainsi que l'impact de l'entreprise sur elle. Ça veut dire les influences partagées entre l'entreprise et cette partie intéressée. Là, vous avez une cartographie assez exhaustive. J'ai essayé d'être le maximum exhaustive possible. Pourquoi? Parce que les responsables QHSE, oui, ils savent très bien des exemples de parties intéressées à travers les cours qu'ils ont eus, etc. Mais une fois dans le bain et qu'il leur est demandé d'identifier les parties intéressées en entreprise, ils sont parfois bloqués, ils commencent à trouver des difficultés. D'où ma volonté de vous donner des listes vraiment exhaustives des parties intéressées qui peuvent exister dans une entreprise. Donc, cette cartographie, comme je viens de l'indiquer, elle est exhaustive. Vous pouvez prendre le temps de la lire à tête reposée et prendre un screenshot si vous voulez. Mais quant à moi,
pas consommer beaucoup de temps sur la vidéo, je vais prendre un exemple d'une partie intéressée et le détailler avec vous. La partie intéressée que je vais prendre, c'est les dirigeants dans le comité de direction. Alors, quelle est l'influence de cette partie intéressée sur l'entreprise? En fait, son influence, c'est de définir les règles et la politique ainsi que la stratégie de l'entreprise. Ça, on le sait tous. C'est la direction qui impose tous ces éléments-là. Quel est l'impact de l'entreprise sur les dirigeants? Les dirigeants sont bien évidemment influencés par la performance de l'entreprise. Si l'entreprise est performante, ça veut dire que les dirigeants ont très bien su comment gérer les choses au sein de l'entreprise. Sinon, il y a une faille qu'il va falloir corriger. Alors, je vais lister les autres parties intéressées pour que vous ayez une idée globale. En fait, nous avons les managers en tant que partie intéressée interne, les salariés, les actionnaires et finalement les syndicats. Maintenant, les parties intéressées externes. Comme leur nom l'indique, ce sont des parties externes à l'entreprise qui ne participent pas directement à l'exploitation quotidienne, au management et à la gouvernance de l'entreprise en subissant l'influence et les conséquences. Elles peuvent influencer sa trajectoire à court, moyen ou long terme. Ces différentes parties prenantes peuvent avoir des intérêts contradictoires, chose sur laquelle une entreprise doit vraiment se focaliser pour que ces intérêts contradictoires ne l'impactent pas. Pareil aux parties intéressées internes, je vous donne la cartographie des parties intéressées externes qui est aussi exhaustive que la première. Les parties intéressées externes ne peuvent être que les clients, les utilisateurs, les fournisseurs et sous-traitants, les banques, l'État, les organismes non gouvernementaux, la société mère, s'il s'agit d'une filiale, ça veut dire si mon entreprise est une filiale, ça veut dire qu'il y a une société mère qui la gère. Les sociétés sœurs, ça veut dire si vous êtes un ensemble de filiales, c'est que vous êtes des sociétés sœurs. Les filiales, les organismes certificateurs et finalement le voisinage. Je vais prendre un exemple d'une partie intéressée. La plus importante, c'est les clients. Quelle est l'influence du client sur l'entreprise? Leur comportement, notamment leurs avis, influencent directement le business de l'entreprise en construisant la réputation et l'image de cette dernière. C'est normal parce que l'entreprise elle cherche à satisfaire les clients et le client il est le premier servi. S'il est mal servi, ça veut dire si le produit ne répond pas vraiment à ses attentes, ça va impacter défavorablement l'entreprise. Et quel est l'impact de l'entreprise sur les clients? L'entreprise impacte les clients par la qualité du produit ou du service rendu et la satisfaction de leurs besoins. Vous avez l'ensemble des autres parties intéressées avec une cartographie assez détaillée entre influence des parties intéressées et impact de l'entreprise sur la partie intéressée. Vous pouvez prendre des screenshots et les lire à tête reposée. Cette partie de cartographie est très très intéressante pour pouvoir identifier les besoins et attentes des parties intéressées dans la deuxième partie.
Prenez des screenshots, lisez attentivement ces cartographies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai essayé le maximum possible de clarifier les choses et de les simplifier pour ne pas vous poser des difficultés. Mais je suis à disposition. Laissez-moi un commentaire, des questions que vous avez et je serai à disposition pour y répondre. Je vous laisse avec la deuxième partie pour la lire aussi attentivement, à tête reposée et pour prendre des screenshots si vous en avez besoin. Maintenant, mes chers, ouvrons la porte de réflexion et posons-nous une question qui se pose d'une façon évidente dans nos têtes lorsqu'on parle de parties intéressées, surtout avec la norme ISO 9001-2015 qui est ciblée client et qui met le client parmi les principales choses à traiter et parmi les fondamentaux à satisfaire. Pourquoi prendre en compte les parties intéressées dans un système de management? C'est comme si on se pose la question, puisque le client est la partie la plus importante dans la qualité, c'est lui que l'on cherche à satisfaire. Pourquoi perdre du temps à identifier les besoins et attentes de toutes les parties intéressées dont le nombre est assez intéressant et essayer d'être exhaustif par rapport à leurs besoins et par rapport à leurs attentes, planifier même des actions pour y répondre, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Réfléchissez avec moi, donnez-vous un moment de réflexion pour qu'on réponde à cette question ensemble. Faire des affaires, c'est bâtir des relations. Ça, c'est normal et c'est évident. Mais le problème, c'est que nous oublions parfois à quel point la qualité de la relation que nous entretenons avec les parties intéressées de l'entreprise peut avoir un impact important sur celle-ci. Une simple question va peut-être nous ouvrir de nouvelles portes de réflexion. Quelle est la probabilité que l'entreprise performe sans consulter les personnes qui seront affectées par les changements qu'elle implique, sans consulter le comité de la direction, sans consulter peut-être les fournisseurs et les sous-traitants, sans consulter les banques, sans se relier aux ONG? Alors comment l'entreprise elle pourra réussir sans avoir ses relations avec ses parties intéressées? Première des choses qui répond à la question pourquoi prendre en compte les parties intéressées dans un système de management, c'est une meilleure compréhension des parties intéressées. Donc, nous avons différentes parties intéressées dans l'entreprise qui eux-mêmes entretiennent des relations
entre eux. Si on fait cette analyse des parties intéressées, ça va nous permettre une meilleure compréhension. Ensuite, une meilleure compréhension des risques. En notre relation avec les parties intéressées, il y a à l'intérieur des risques qui peuvent provenir des problèmes de communication. Peut-être cette partie intéressée n'a pas correctement exprimé son besoin ou nous-mêmes, nous n'avons pas posé les bonnes questions pour détecter le vrai besoin de cette partie intéressée. Et ça va vraiment nous mettre face à un risque de non-réponse à ces parties intéressées. Et puisque cette relation, c'est une relation d'influence, on peut être mal influencé ou bien mal influencer nous-mêmes cette partie intéressée. Ce qui va bien sûr altérer la relation avec cette partie intéressée et ce qui va impacter directement la performance de l'entreprise, puisque cette partie intéressée est là pour donner une chose à l'entreprise, pour aider l'entreprise à avancer. Si on ne répond pas correctement à ces attentes, ça va impacter directement notre performance. Troisièmement, une gestion plus efficace des attentes des parties prenantes. C'est normal parce que généralement, les attentes des parties prenantes, elles ne peuvent être parfois que des rumeurs, de fausses informations, des informations qui ne sont pas assez claires et ceci peut nous mettre face à l'erreur. Du coup, si on donne assez de temps à la gestion des attentes des parties intéressées, on sera plus logique, plus détaillé et plus crédible dans la détection de leurs attentes. Et finalement, on aura des parties intéressées plus heureuses, même si c'est difficile de rendre heureuses et de rendre satisfaites toutes les parties intéressées. Et ceci peut être même un avantage concurrentiel. Pourquoi? Si on écoute et on fait preuve d'écoute active aux parties intéressées, ça va leur donner l'impression qu'on prend vraiment soin d'eux, on cherche vraiment à interagir avec eux dans un cadre professionnel. Du coup, si l'entreprise aura peut-être des difficultés à mi-chemin, la partie intéressée elle sera compréhensive par rapport à ça et parfois elle sera collaborative et patiente. Ces parties intéressées ont des exigences. Sous quelle forme se présentent ces exigences? Généralement, elles sont des attentes vis-à-vis du système de management de la qualité, vis-à-vis des processus, des activités, du personnel, de la direction. On parle de toujours pertinence des parties intéressées dans la norme. Mais parfois, on trouve une difficulté dans la compréhension du terme pertinence. C'est quoi cette pertinence? La pertinence dans le dictionnaire, c'est la possibilité d'être applicable, notamment pour la législation. C'est le caractère de tout ce qui est pertinent. C'est la qualité de tout ce qui convient à. C'est la qualité de ce qui est spécialement adapté, c'est le caractère de ce qui est pertinent, parfaitement approprié à une question. Et finalement, en droit, c'est la qualité des faits se rapportant exactement au fond de la cause. À travers de ces définitions du dictionnaire, je peux vous construire une définition de la pertinence. Une partie intéressée pertinente, c'est une partie intéressée dont l'activité est appropriée à celle de l'organisation. C'est normal, la partie intéressée doit, comme on a déjà dit, partager un intérêt avec l'entreprise.
qui convient à faire partie des éléments de base et à s'y intéresser, qui rapportent exactement au fond de l'activité et de la performance de l'entreprise, sa détermination ainsi que celle de ses besoins est applicable à l'organisme. C'est une définition générale de la pertinence puisqu'on cherche les parties intéressées pertinentes par la suite. Puisque la norme nous demande d'identifier les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes et y répondre, la question que l'on doit se poser, c'est de comment évaluer la pertinence d'une partie intéressée. Tout simplement, c'est à travers une cotation à deux critères qui sont l'impact sur le SMQ qui commence de 1 jusqu'à 5 et la fréquence de l'interaction de la partie intéressée qui commence aussi de 1 à 5. Quelle est l'échelle de cette cotation par rapport à la fréquence? Comme on a dit, la fréquence, elle commence de 1 à 5, de rarement réactif jusqu'à très réactif. Et l'échelle de cotation de l'impact du système de management sur le système de management de la qualité commence aussi de 1 jusqu'à 5, de négligeable jusqu'à significatif. Donc, c'est ainsi que se fait l'évaluation de la pertinence d'une partie intéressée. La méthodologie n'est pas stricte. Vous pouvez changer de méthodologie à condition qu'elle soit logique afin de déterminer et d'évaluer la pertinence d'une partie intéressée. Quelle est la signification de la pertinence et quel est le plan de réaction face à l'évaluation? En fait, la pertinence, c'est quoi? C'est la fréquence de l'interaction multipliée par l'impact sur le système de management de la qualité. Si vous avez une pertinence de 1 à 6, ça veut dire que la partie intéressée est peu pertinente. De 8 à 12, la partie intéressée est moyennement pertinente. De 15 à 25, la partie intéressée est hautement pertinente. Maintenant, c'est la partie la plus pratique et c'est le pur besoin que tout responsable QHSE cherche afin de répondre à cette exigence. Ce que l'auditeur va vous demander, c'est vraiment ça. Alors là, nous avons un tableau avec l'évaluation de la pertinence de la partie intéressée, le besoin et attente, ça veut dire l'exigence des parties intéressées. Et si nous avons bien entendu une exigence ou un besoin ou une attente, ça veut dire que l'entreprise, de son côté, doit mener des actions afin d'y répondre. Chaque action a un responsable, un délai et bien entendu, il sera judicieux de déterminer le statut de l'action afin de connaître son avancement. Là, nous avons l'ensemble des parties intéressées que l'on a déjà détectées. Et comme vous pouvez le constater, vous avez ici les clients. Alors, la fréquence, elle est de 5. Ça veut dire que la fréquence d'interaction est très, très importante. Et l'impact aussi, il est de 5. Ça veut dire que l'impact, il est majeur selon l'échelle de cotation que l'on a déjà déterminée. Alors là, quel est le besoin des clients? C'est le respect des exigences.
Ça veut dire que le client, il a besoin que ses exigences soient respectées. Là, quel accent sera mené par l'entreprise? Ce n'est autre que l'évaluation de la conformité aux exigences du client qui sera faite par le manager QHSE en, en continu et bien sûr avec une révision régulière qui est généralement à titre annuel. Le statut de cette action est clôturé. Elle doit être clôturée parce que c'est une exigence de base de la norme et il est très intéressant de répondre aux exigences du client. On va prendre un deuxième exemple, c'est l'exemple des banques. Les banques, quant à elles, elles cherchent la bonne exploitation des contributions financières. Les contributions financières comme les prêts, les crédits qu'elle octroie à l'entreprise. Et ensuite, le respect des délais, excusez-moi, le respect des délais de remboursement. Alors, quelles sont les actions requises par rapport à ça? C'est de mener des études financières approfondies avant de se lancer dans un projet et de veiller au respect des délais de remboursement des banques. Le responsable, c'est la direction financière. Le délai de réalisation de l'action, elle doit être réalisée en continu. Et le statut, c'est qu'elle est pour l'entreprise qu'on étudie en cours. Voilà, donc vous avez une liste exhaustive avec l'ensemble des besoins et attentes. Prenez des screenshots, prenez le temps d'étudier et de lire ces tableaux. Ils sont assez riches en informations. Faute de temps, je ne peux pas tous les lire, mais je vous laisse le soin de les lire et de me laisser des questions en cas de difficulté, sachant que j'ai essayé le maximum possible de simplifier, de clarifier les choses sur le tableau. Vous avez aussi la détermination de la pertinence pour les autres parties intéressées. Là, si vous pouvez le constater, toutes ces parties intéressées sont pertinentes. Pour moi, c'est vrai que la norme demande de déterminer les exigences des parties intéressées les plus pertinentes, mais à mon niveau, en tant que manager QHSE, je traite toutes les attentes. Pourquoi? Parce qu'il y a une révision annuelle qui se fait par rapport aux parties intéressées et peut-être la pertinence aussi va changer. Du coup, je suis toujours prête à répondre aux attentes des parties intéressées, qu'elles soient pertinentes ou pas. Et je vous conseille de suivre la même méthode. Comme ça, vous êtes prêt à tout moment à répondre à ces parties intéressées. Avec la deuxième partie de la détermination des besoins et attentes des parties intéressées, exhaustivement faite, là vous avez le reste des parties intéressées avec l'identification, bien entendu, de la pertinence. Vous allez trouver, en plus des parties intéressées pertinentes, vous allez trouver en orange des parties intéressées moyennement pertinentes. Et pour elle, comme vous pouvez le constater, il y a, il y a aussi une détermination des besoins et attentes et une réponse à travers des actions et un plan d'action bien détaillé. C'est ce qui est audité le jour de l'audit. Essayez le maximum possible de travailler cette partie pertinemment et attentivement parce que c'est très intéressant. Comme tout autre document, les besoins et attentes des parties intéressées devront être
revue. Et ceci se fait à fréquence annuelle. Pourquoi cette revue? C'est afin de s'assurer de leur pertinence actuelle. Comme je l'ai déjà mentionné, une partie intéressée pertinente cette année, elle peut ne pas être pertinente l'année qui suit parce que tout simplement, elle peut être impactée par des facteurs externes ou peut-être internes à l'entreprise. Du coup, il va falloir toujours réviser cette pertinence. S'assurer de la présence d'une nouvelle partie intéressée. Dans le cadre de l'activité de l'entreprise, elle peut attirer de nouvelles parties intéressées, chose qui est normale, et c'est l'intérêt de la révision pour ne rien omettre dans l'analyse des parties intéressées. Et finalement, s'assurer que leurs exigences et leurs attentes n'ont pas évolué. Parce que nous sommes, lorsqu'on parle entreprise, ça veut dire qu'on parle d'un contexte assez évolutif. Du coup, il ne faut pas être surpris si jamais il y a de nouvelles exigences qui se rajoutent aux anciennes. Et du coup, il va falloir les rajouter dans le tableau. Alors, là, la réponse aux besoins et attentes des parties intéressées. C'est une partie assez intéressante et elle prend vraiment beaucoup de temps. Les tableaux, malheureusement, j'ai pas pu les détailler avec vous entièrement, faute de temps, mais comme je vous ai déjà mentionné, ils sont assez clairs et assez détaillés. Lisez-les. Le principe, c'est que nous avons des parties intéressées internes et externes. Chaque partie intéressée a des besoins. Et lorsqu'on détermine des besoins, on essaie d'éviter de généraliser les choses. Ça veut dire de donner un besoin général, mais de donner un besoin concret selon le contexte de l'entreprise. Par exemple, il y a quelques tableaux sur lesquels vous allez trouver pour les salariés, ils cherchent l'équité, ils cherchent la bonne rémunération, vous voyez, mais c'est assez général. L'auditeur, il cherche vraiment la spécificité de votre entreprise. C'est le dernier conseil que je peux vous donner à travers cette vidéo. J'espère que le contenu vous a été bénéfique. Passez une bonne journée et à la prochaine vidéo avec une nouvelle formation, comme d'habitude. Au revoir.